Salut les jeunes architectes, entrepreneurs. Certains propos de ces vidéos vont sans doute te choquer. Eh bien, tant mieux. Alors, les 5 thèmes que nous allons aborder aujourd'hui, en tout cas dans cette vidéo, c'est je travaille pour le chantier, pas pour le client, la retenue de garantie, l'individualisme et la toute-puissance du jeune architecte. Ne comptez pas sur votre mémoire et l'architecte chef d'orchestre. Et celui-là, je l'apprécie particulièrement. Je travaille pour le chantier et non pour le client. C'est une notion très importante. Déjà, vous m'avez entendu dire plusieurs fois que ce ne sont pas mes chantiers, mais les chantiers que l'on me confie, ce qui est déjà une notion très importante. Ensuite, c'est sur mon premier chantier à mon nom que mon client me dit au téléphone: mais monsieur Sovich, quand même, c'est moi qui vous paye, vous devez d'abord et avant tout servir mes intérêts. Bah, dans l'absolu, c'est pas con, c'est pas faux, c'est même presque vrai, c'est même complètement vrai. Sauf que servir les intérêts immédiats d'un client qui ne peut pas comprendre tous les tenants et les aboutissants d'un chantier, c'est risquer d'avoir un chantier qui dérape. Et un chantier qui dérape, on est bien d'accord que c'est dans le désintérêt de mon client. Donc, si on fait la boucle, l'idée, c'est de servir d'abord et avant tout les intérêts du chantier et donc de personnifier le chantier en posant la question au chantier: est-ce que ça te va si je fais comme ça? Comprenez bien que le chantier a été préparé avec l'architecte, avec le client, avec les entreprises. En tout cas, moi je prépare avec les entreprises. Et que si je sers les intérêts du chantier, je sers les intérêts de tout le monde. Sauf que chacun, le client, l'architecte et les entreprises, là où les artisans, le groupement d'artisans, à un instant T pendant le chantier, ils vont nous demander de prendre des décisions qui sont à court terme. En disant: ouais, c'est bon, on a décidé ça, mais là, maintenant, tout de suite, ce serait bien qu'on fasse autrement. Ben oui, parce que ça t'arrange. Mais le problème, c'est que si tu fais ça là, maintenant, comme ça, tout de suite, si je t'autorise, entre guillemets, si je dis OK, en tout cas, le problème, c'est que sur le long terme, le chantier va en pâtir. Donc, que ce soit l'artisan, le client ou l'architecte, il est très important de voir les conséquences sur le long terme des choix que va faire l'architecte. D'accord ? Des prises de décision que l'architecte va faire. Et donc, effectivement, ce jour-là, dès mon premier chantier, quand ce client m'a posé la question, eh bien, j'ai pris conscience que c'était pas, évidemment, quand il m'a posé la question, quand il m'a dit ça, le client, ça voulait dire vous n'êtes pas là pour défendre les entreprises, vous êtes là pour défendre mes propres intérêts, soit. Mais en fait, j'étais pris entre deux chaises parce qu'il me demandait de faire quelque chose dans son intérêt qui allait desservir l'entreprise et donc le chantier allait en pâtir. Et donc le chantier qui, quelque part, est le résultat de tout ça, je l'ai fait basculer au-dessus, mentalement. J'ai dit: mais attends, c'est le chantier que je dois servir en premier. C'est pas le client, c'est pas les artisans, c'est pas l'architecte avec ses lubies et ses nouvelles petites idées de créateurs, ceci, cela. Non, c'est le chantier avant tout. Et en servant les intérêts du chantier, je vais naturellement servir les intérêts de mon client, de l'architecte et de la maîtrise d'œuvre sur le long terme. Voilà. Donc, essayez de poser la question quand vous avez une décision à prendre, quand vous avez un artisan, un client ou soi-même, toi-même. Là, tu te poses une question: tiens, ce serait quand même vachement mieux si on ferait ci, si on ferait ça. Ouais, mais fais gaffe parce que, ok, ce serait mieux dans l'instant, si tu réfléchis comme un poisson rouge. Ah ouais, c'est une super bonne idée, carrément. Voilà. Sauf que toi, tu es la dernière personne à qui on pardonnera d'avoir réfléchi comme un poisson rouge. Le client, c'est pas qu'il peut se le permettre, c'est que par incompétence, j'ai pas dit par bêtise, c'est très différent. Je sais qu'il faut faire très attention aux mots, vexer personne, mais par incompétence et non pas par bêtise, le client n'a pas les éléments pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'ensemble du chantier. D'accord ?
C'est pas son rôle. Lui, il a demandé un résultat et maintenant il faut qu'il paye sur le chantier. L'artisan, c'est pareil. Il n'a pas les compétences. Je répète, ce n'est pas une question de bêtise. Il n'a pas les compétences pour avoir une vue d'ensemble du chantier. Il ne connaît pas la situation financière du client. Il ne connaît pas forcément la situation familiale du client. Ok? L'architecte, oui, théoriquement, si tu as bien mis les choses en place en préparation de chantier, chacun s'est confié à toi, d'accord? Je t'invite à essayer de trouver le Passion Architecture dans lequel j'ai fait un petit article. Ça s'appelle Mon architecte se confident. Et effectivement, avant chantier, il faut absolument que tu aies réussi à mettre en place cette notion de confidence envers toi. Et donc, il n'y a qu'une personne en capacité de prendre les bonnes décisions dans l'intérêt du chantier, c'est l'architecte. Pas parce qu'il est plus intelligent que les autres, pas parce qu'il a eu un diplôme. Le diplôme, il ne sert à rien, je te le dis tout de suite. Ton diplôme sur la tenue d'un chantier, il sert à rien. À rien. C'est ton humanité qui va faire que les gens vont avoir envie de te suivre, envie de travailler avec toi. Je n'ai pas dit pour travailler avec toi. Des ouvriers qui auront le sourire quand tu vas rentrer sur le chantier, je te jure que ce n'est pas ton diplôme, ça. C'est ton attitude. L'attitude que tu as eue avec le client qui a fait que tu as sélectionné les bonnes entreprises, que tu lui as fait sélectionner les bonnes entreprises. Je te renvoie à mon podcast sur la sélection des entreprises. Et ensuite, le chef d'entreprise, du coup, ça s'est super bien passé parce qu'avec le client, ça se passait bien. Et qu'est-ce qui se passe avec les ouvriers sur place quand tu vas en visite de chantier? Les mecs, on se tape dans la main, on se tape dans le dos, on se fait des blagues et on parle du chantier. L'ambiance, elle est juste géniale. Voilà. Excellente transition pour le deuxième sujet qui est la retenue de garantie. Alors, la retenue de garantie, c'est quelque chose, une espèce de procès d'intention, alors même que tu n'as pas démarré le chantier, tu vas considérer que l'artisan risque potentiellement de mal travailler. Franchement, ça craint du boudin ce truc. En gros, tu dis à ton artisan avant même qu'il démarre, j'ai le nez un peu pris, avant même qu'il démarre le chantier, tu dis bon ben voilà, en cas de malfaçon de ta part, je te retiens 5% à la fin. Voilà, sur toutes tes factures, je retiens 5% ou je le retiens à la fin. Il y a plein de façons de faire, mais en gros, je considère qu'il y a une petite chance que tu me la fasses à l'envers, donc je te retiens 5%. Quelle ambiance de merde. T'as pas démarré le chantier, mais putain, je suis déjà en train de considérer que potentiellement tu vas me faire un travail qui ne sera pas propre. Voilà. C'est quand même assez pourri comme façon d'aborder le chantier. Moi, j'ai supprimé ça, je crois, dès mon deuxième chantier. Et puis, il y a un autre aspect, les gars. C'est que si on en vient à utiliser ce bâton de la retenue de garantie, ça veut dire que ton ambiance de chantier, elle est pourrie. Ça veut dire qu'il y a un problème sur ton chantier. Ça veut dire qu'il y a un moment, le professionnel qui a préparé le chantier, toi, moi, on a merdé. On a merdé quelque part. D'accord? Le processus de préparation de chantier, il y a eu un problème. Ou pendant le chantier, début de chantier, milieu de chantier, il y a eu un problème. Il y a eu un problème de pilotage. Hein. Et le pilotage, c'est toi, c'est moi, c'est cet architecte-là, ce diplôme, voilà, bref. En tout cas, c'est le pilote, hein, c'est le confident. Il y a un truc qu'il n'a pas tilté. D'accord? Alors, soit il ne l'a pas tilté par, on va dire, volontairement ou involontairement. Si c'est involontaire, si c'est humain, s'il n'y a pas trop d'enjeux financiers, on va arriver à aller boire une bonne bière, un jus de fruits ou un petit thé pour se calmer les neurones, petit thé à la camomille, petite infusion à la camomille. Voilà. Bon. C'est assez rare, hein, en tout cas avec l'artisan, que ça se passe autour d'une camomille. Bref, s'il y a une ambiance, si on en arrive à parler de la retenue de garantie, c'est qu'il y a une ambiance qui a merdouillé et il va falloir la récupérer. Voilà. Mais ce n'est pas en mettant cette retenue de garantie. Autre chose, les gars, 5% de retenue de garantie. Bah, je peux vous certifier que l'artisan, il ne viendra pas se casser les noix
à venir récupérer 5% dans une ambiance de chantier délétère. D'accord? Ces 5%, il va les mettre de côté, il a perdu 5%, voire même beaucoup plus, il n'en est plus à 5% près, mais ce chantier-là, il l'a dans le nez et il dégage. Voilà, il dégage, c'est lui qui s'en va, qui dit non, non, mais moi, je ne reviens pas chercher 5%. 5%, c'est ridicule. Voilà. Le mec, il faut qu'il fasse 30-40% de marge pour que le chantier soit rentable et qu'il ait envie de retravailler avec l'architecte. D'accord? Il faut quand même vous mettre ça dans la tête. Nous, on est là à dire oui, l'architecture, ceci, cela. Mais le mec, lui, c'est une réalité financière. Lui, il travaille peut-être depuis qu'il a 14 ans. Enfin, moi, je vous parle d'un gars qui est en face de moi en ce moment. Il travaille dans le chantier depuis qu'il a 14 ans. Alors oui, les beaux chantiers et l'architecture, c'est bien. Bon, ça lui sort de l'ordinaire, mais en fait, c'est casse-couille parce qu'il faut bien travailler avec un architecte. Il faut, voilà. Donc, c'est un peu tendancieux. Voilà, l'archi qui sort de l'école, il travaille pour la gloire. Okay, le mec qui travaille depuis 25 ans, des chantiers, il en a vu, il en a vu, il en a vu. Et je vais même te faire une confidence. Voilà. Je pense qu'il suffit pour moi d'évoluer, ce qui est en train de se passer. Mais il y a beaucoup de chantiers où je suis très content que ce soit Dorothée qui s'en occupe. Parce que moi, répéter les mêmes choses depuis 15 ans, il y a un moment, ça me gonfle, en fait. Mais ça me gonfle vraiment, en fait. Les chantiers, je les ai vus, je les ai revus, je les ai revus. On raconte toujours les mêmes choses. On est toujours derrière les artisans pour les mêmes raisons. Il y a un moment, t'en as marre, en fait. D'accord? Alors, heureusement, on a déménagé. Il y a d'autres enjeux, d'autres typologies de clients maintenant pour qui je travaille. Donc, pour moi, intellectuellement, c'est très riche. Mais voilà, il y a un moment où, en fait, tu te rends compte que il faut aller voir autre chose. Voilà, hein. Donc en tout cas, cette note retenue de garantie, c'est de la poudre aux yeux. Donc ça fera plaisir au client, parce qu'il y a un moyen coercitif, mais c'est une bonne blague en fait, hein, ça ne sert à rien. Donc voilà, dégage-le de tes marchés de travaux, débrouille-toi pour avoir les bonnes entreprises, pour créer une bonne ambiance, et tu termineras tes chantiers dans la joie, la bonne humeur et le champagne qui coule à flot. Voilà. Individualisme et toute puissance chez le jeune architecte. Je ne sais pas ce qui se passe pendant nos études, mais quand on en sort, et je me mets dedans, j'ai quand même vu une trentaine d'agences d'archi pendant mes études, donc il y avait déjà une certaine prise de recul. Mais malgré tout, j'étais quand même dans cette, je dis pas surpuissance, mais bouffer la vie, quoi. Même pas peur, moi j'y vais. Non mais attendez, c'est bon, quoi. Il suffit de bosser, quoi. Hein. C'est pas non plus, voilà. En fait, tu vas vite te rendre compte que c'est pas aussi simple, hein, et que surtout, l'école d'archi ne nous apprend, c'est pas une école d'archi, c'est une école d'architecture. Alors ça, je pense que tu m'as entendu le répéter dans mes vidéos, mais bon sang de bois, c'est une école d'architecture. À quel moment est-ce une école d'architecte? Jamais. Jamais. Au grand, jamais, on t'apprend à gérer une équipe, on t'apprend à visser un BA13, on t'apprend à savoir que dans du fer-macelle, on ne met pas les mêmes vis. D'accord? Et on ne le coupe pas de la même façon. Et c'est des outils qui coûtent très cher. Et là, tu te rends compte que tu as mal préparé ton chantier et tout part en éclats parce que tu t'es planté sur le fer-macelle. C'est du vécu. Et bon sang, c'est du vécu. Et c'est des trucs que définitivement, de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne peut pas te l'apprendre en école d'architecture. Il faut le vivre. Hein. Par contre, ce qu'on peut peut-être apprendre en école d'architecture, c'est avoir du recul, hein, et de se rendre compte que sur la quantité de choses qu'il faut faire pour que l'architecture aboutisse, pour faire ce que fait Oscar Niemeyer, pour faire ce que fait tous les grands noms de l'architecture, ils sont passés par la maîtrise d'œuvre. Et l'architecture, c'est... Tu regardes au microscope ce que tu as appris pendant 6 ou 7 ans. Au microscope. Je suis désolé, hein, mais voilà, le métier d'architecte, c'est l'école de l'humilité. Voilà. On doit tout le temps se remettre en cause. Commence tout de suite, en fait. Commence tout de suite parce que premier chantier que tu vas faire, si tu es tout seul, ça va être chaud. D'ailleurs, cette question d'être tout seul, se lancer à son compte, c'est louable, c'est très bien, c'est hyper courageux. Franchement, perds pas de temps. Alors, ne t'associe pas tout de suite. Ça, c'est la pire bêtise que tu puisses faire, je pense.
Tu t'es très bien entendu à l'école avec un collègue, oui, un collègue d'école, un autre étudiant. Super, franchement c'est cool. Moi ça a été mon cas. Et malheureusement, c'est un collègue d'école, un collègue d'architecture, et non pas un collègue d'architecte, un collègue architecte. Et architecte à son compte en plus. Enfin, il y a un vide intersidéral entre ce qu'on apprend à l'école, l'architecture, et le métier d'architecte. Donc, détends-toi, tu peux te mettre à ton compte, c'est possible. Il y a des structures qui existent, instant T. Voilà. Instant T, on va te donner les bonnes choses à faire, on a des mentors, on a tout ce qu'il faut, les outils pour gérer un parc client et tout. Et crois-moi, rapidement, ton problème, ce ne sera pas d'avoir des clients. Ton problème, ce sera de refuser les clients. Mais je te le dis comme je le pense, hein, ce n'est pas pour me faire péter les chevilles ou quoi que ce soit, je te le dis comme je le pense. Un architecte qui travaille de façon qualitative, rapidement, son problème, c'est de refuser des clients. Voilà. Donc c'est l'étape, c'est là où on en est très rapidement quand on est chez Instant T. Voilà, je te le dis. Alors, autre chose aussi, donc quatrième notion que je veux aborder avec toi aujourd'hui, c'est la mémoire. Moi, j'ai 42 ans. Est-ce que ma mémoire a évolué? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je retiens beaucoup de chiffres qui m'intéressent. Je retiens beaucoup de notions qui m'intéressent. Des parties de vidéos sur YouTube, des machins. Mais vraiment les trucs qui m'intéressent. Par contre, tout ce qui ne m'intéresse pas, je l'oublie. Voilà. Tout ce qui va me peser sur le cerveau, sur l'état d'esprit, tout ça, je l'oublie ou pire, je le transforme. Et c'est pas moi qui le transforme, c'est mon intellect. Alors, mine de rien, quand tu sors de l'école, bah, tu as environ entre 25 et 30, on va dire, pour les plus doués et puis ceux qui, comme moi, bossent pendant les études. Voilà. Notre vie n'est pas encore remplie de 10 années supplémentaires. Tu pourras me dire ce que tu veux. Quand on a 10 ans de plus, on a 10 ans d'expérience de plus. Quand on a 20 ans d'expérience de plus, c'est encore pire. Et c'est pas qu'on est plus con, moins con, plus intelligent ou plus avec plus d'énergie ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on accumule un vécu. C'est un fait. Voilà. Et donc, quand on accumule ce vécu, notre mémoire, notre intellect, notre cerveau, bah, il va faire des choix. Voilà. Eh bien, si je devais compter sur ma mémoire sur chacun de mes clients, ce serait une véritable foirade complète. Hein. Et je vais vous le dire, un client au téléphone qui me dit un jour, vous savez, monsieur Sovich, là où vous n'avez pas de chance, c'est que j'ai une excellente mémoire. J'ai rigolé. J'ai rigolé parce que justement, je ne compte pas sur ma mémoire. Par contre, je suis rigoureux pour écrire ce qui se dit, ou en tout cas de la façon avec laquelle moi je l'ai compris, de l'écrire avec une date. Bah, le mec, je l'ai tordu. Je l'ai tordu parce qu'il a fini par reconnaître qu'effectivement, sa mémoire lui avait fait défaut. Tout simplement. Il avait transformé la réalité, entendu la partie qu'il voulait, cru qu'il avait écrit ça par mail ou quoi que ce soit, il ne l'a jamais retrouvé. Moi, j'ai retrouvé en quelques minutes, voire même quelques secondes, j'ai retrouvé ce petit élément de langage qui avait été dit et comment il avait été dit. Voilà. Ne compte pas sur ta mémoire. Tu vas charger ta mémoire vive pour rien. Ta mémoire vive, tes émotions, elles doivent... Alors, quelqu'un m'a posé la question de ce que c'est que ce truc-là. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. C'est la roue des émotions. Voilà, bref. Donc, plus tu vas charger ta mémoire vive de tous ces éléments absolument inutiles, qui sont des éléments factuels que tu peux mettre dans un contenu, dans un contenant, pardon, soit les plans, soit un outil comme la suite d'outils Atso, plus tu vas te décharger, moi je te parle pour moi, plus je me mets à ma table à dessin, l'esprit libre. Plus je te parle là tout de suite, l'esprit libre. Pourquoi je te parle l'esprit libre? J'ai 19 clients en cours. Il y a environ, allez, on va dire 800 lignes Excel en moyenne
par client, et ça c'est uniquement un des outils pour un client, et sur chacune de ces lignes, il y a 17 colonnes à remplir. D'accord? Je te laisse imaginer la quantité d'informations qu'il faut savoir gérer quand on est pilote de projet en maîtrise d'œuvre. C'est phénoménal, hein, et ça reste des projets, somme toute, tout à fait moyens. Hein, donc voilà. Euh, si je devais faire en sorte de retenir tout ça, jamais j'aurais l'esprit libre pour faire ce que je suis en train de faire avec toi là maintenant, tout de suite. Jamais j'aurais l'esprit libre pour aller me mettre à ma table à dessin et puis dessiner. D'ailleurs, ma table à dessin ou dans le jardin qui est juste derrière la caméra. Ou autour de l'étang parce que j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de... Voilà. Qui n'est pas dans mon jardin. L'étang, je te rassure, voilà, je n'ai pas une propriété comme ça. Ne compte pas sur ta mémoire. Écris tout, rentre tout dans un système, ce que tu veux, des petits carnets, des fichiers Excel, comme on sait très bien le faire chez Instant T, mais ne compte pas sur ta mémoire. Alors, la dernière notion qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la notion de cet architecte chef d'orchestre. Alors ça, en fait, je me demande si je ne l'ai pas déjà abordé dans une autre vidéo, mais c'est pas grave. Oublie cette notion d'architecte chef d'orchestre. C'est une très mauvaise image. Si on creuse un petit peu, c'est une très mauvaise image. Le chef d'orchestre, il y a plein de mauvaises comparaisons avec l'architecte. Le chef, je ne sais pas par laquelle commencer. Déjà, le chef d'orchestre, il va avoir une composition qui est écrite. Et il va faire en sorte, alors je sais que l'analogie, ce que je dis est peut-être discutable, mais sur le fond, je suis d'accord avec moi-même, ce qui est déjà pas mal. Ce n'est pas toujours le cas. Le chef d'orchestre, il a des partitions et il faut que les musiciens, les artisans, le jouent à la perfection. D'accord ? Je te donne l'exemple. Le chef d'orchestre ne connaît aucun des musiciens, ne sait pas du tout quels sont les outils réels avec lesquels... Alors ok, c'est des violons, mais est-ce que c'est des violons qui sont tous de la même octave ou... Je ne maîtrise pas bien la musique, hein, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais voilà, en tout cas, admettons qu'on fasse se rencontrer le chef d'orchestre, les musiciens, et qu'on leur demande d'analyser la partition, tu vois, pas de la jouer, de l'analyser ensemble. Ils se mettent autour d'une table et ils analysent la partition. Ils modifient un petit truc, parce que ça peut être bien, on verra ce que ça donne en faisant ça, machin. Hein. Et là, on dit au public de rentrer. Les musiciens se mettent en place, le chef d'orchestre se met à son pupitre, et pour la première fois, il va jouer la partition avec les artisans, j'allais dire, avec les artisans de la musique. Ce sont des professionnels, les musiciens sont des professionnels, le chef d'orchestre est un professionnel, mais ils n'ont pas le droit à l'erreur. D'accord ? Ou alors, il va falloir que le public soit informé que c'est une performance. C'est-à-dire que cette représentation, il est écrit sur le petit truc, performance artistique. Le chef d'orchestre et les musiciens ne se connaissent pas. Ils ont analysé pendant quelques heures la partition de musique et ils vont vous la jouer sans avoir jamais répété ensemble. Je suis persuadé qu'on arrivera à quelque chose. Mais vous savez comment ça se passe. Un chef d'orchestre, il va avoir ses musiciens. Je pense qu'il va les connaître humainement, de façon très intime. Il va pouvoir donner les notes mélancoliques à la personne qui, en ce moment, vit des choses mélancoliques dans sa vie.
il va connaître, à mon avis, chaque instrument. Il les aura touchés, il les aura testés, il les aura réglés avec l'autre. Et puis, degré d'humidité, sécheresse, machin, de la pièce, tous les paramètres sont connus. Il va répéter. Ils vont répéter pendant des semaines, des mois, cette partition. Le jour où le public arrive, ils ont répété à mort. Et quelque part, ils n'ont absolument pas le droit à l'erreur. Pour moi, le chef d'orchestre, c'est l'antithèse de l'architecte. L'architecte, lui, il va devoir faire le premier cas. Il va devoir clairement composer, peut-être pas pour la première fois avec ses artisans, justement. Donc c'est le podcast que j'ai fait sur les devis de l'architecte. Les deux, le chiffre 2 plus loin, vie de l'architecte. Et quoi qu'il arrive, même avec des artisans et des ouvriers que l'on connaît sur le bout de la main, le bout des doigts, on commence même à se connaître personnellement, on arrive sur une nouvelle partition que l'on va jouer une fois, une seule et unique fois. Donc l'architecte, le pilote de projet n'a absolument rien à voir avec un chef d'orchestre. Il va devoir tenir en haleine les artisans, enfin tenir en haleine, je veux dire, tenir au bout des bras, tout le monde, toc, toc, récupérer les trucs qui tombent, voilà, réagir, et c'est même pas récupérer les trucs qui tombent, c'est voir qu'ils sont en train de tomber, les raccrocher. Et dire, tu bouges pas, hop, hop, hop. Voilà, avant même que ça prenne de la vitesse. Dès qu'il y a une erreur qui commence à prendre de la vitesse, ça éclabousse tout le monde sur un chantier. D'accord ? Donc nous, on doit absolument tenir comme ça le chantier en équilibre. Et on n'a qu'un seul et unique essai. Absolument aucune répétition. Si tu dois expliquer le métier d'architecte autour de toi, oublie cette notion de chef d'orchestre. C'est, à mon avis, la moins bonne façon ou la meilleure façon de mal expliquer la vie d'un architecte. Nous sommes là, alors c'est du pilotage de projet, hein, et c'est ce que je dis souvent, piloter un projet, c'est contrôler des dérapages permanents. Voilà, c'est du contrôle de dérapage permanent, c'est du drift. On est tout le temps en train de drifter. Et encore, quand tu fais du drift, tu connais, à moins de faire du freestyle, mais à ce moment-là, c'est du freestyle, on ne peut pas se permettre ça sur un chantier. Mais quand tu es sur un circuit de drift, les virages, on les connaît, on les répète. Et d'année en année, c'est toujours le même circuit, et on s'améliore, on va sur simulateur, on les connaît, on connaît tous les virages par cœur. Là, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc prenez bien conscience de ça. Et les outils Instant T sont que bon, je ne suis pas là pour pas faire la pub d'Instant T. J'adore le réseau, je pense qu'il a tout à fait sa raison d'être. Donc voilà, mais bon sang, vous avez des vrais outils de pilotage à portée de main. Foncez et bienvenue chez Instant T si un jour vous passez la porte des journées performance. Allez, je vous laisse là-dessus. À très bientôt.